Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. Aujourd'hui, on a beaucoup d'invités. On va commencer par les premiers. Madame Rinaldo, bonjour. Monsieur Lampé, bonjour. Bonjour. On ne voit pas assez souvent, mais chose dite, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Plutôt, on va recevoir Madame Amélie Mbaye, Joël Damas, Martine Fazer, Annick Minacci, Maggie Jaffar et Bruno Calis. Ça fait beaucoup de gens. Bon, sinon, l'actualité aujourd'hui, c'est la journée de la prématurité, le salon de l'habitat qui a débuté, la semaine de la transmission et de la reprise à la CCI, c'était très important, et le festival du street art, on va parler de tout ça tout à l'heure. On va commencer tout de suite avec Saint-Jean, pourquoi c'est Chevalier Saint-Georges d'un sein à l'autre. Oui, d'un sein à l'autre, exactement. Et donc, vous êtes ici parce que le MAC ne fait rien sur Chevalier. Le MAC fait beaucoup de choses. Ah, il fait beaucoup de choses. Et en particulier en ce moment, oui. Puisque effectivement, nous recevons à partir du 20 et jusqu'au 22 les deux demi-finales et la finale du concours de musique classique internationale, le Chevalier Saint-Georges, dont Madame Rinaldo est l'un des membres éminents du jury. Ah oui, absolument. C'était à la conférence de presse, je l'ai entendu l'autre jour. Bonjour Madame Rinaldo. Bonjour. Alors, comment ça s'organise ce concours? Alors, déjà, peut-être première chose qu'on peut préciser, c'est que c'est la première fois qu'il y aura un concours de cette envergure, un concours international, dédié au Chevalier de Saint-Georges. Qui est quand même son petit bouc baïf. Quand même, on est fiers de lui et qui a c'est un personnage illustre. Je suis un moun baïf, moi. Ben voilà. Même côté que Donc, on peut porter en Guadeloupe cette fierté d'avoir un personnage historique, illustre, excellent, et d'avoir un concours pour la première fois qui se tient en Guadeloupe et qui attire des candidats du monde entier. Alors, quel est le périmètre justement de ce concours? Par rapport aux candidats? Oui. Alors, nous avons des candidats qui viennent de Chine, de Pologne, d'Amérique du Sud, de Turquie, du Canada. Donc, ça veut dire que Saint-Georges aujourd'hui est devenu... international, plus qu'international, mondial, connu, reconnu. Mais c'est important, ça. Dont le talent et l'excellence est reconnu. Et ce concours a cette aussi mission de porter son excellence au niveau international. Donc le lauréat aura cette mission de porter l'excellence que représente le nom de Saint-Georges à l'international. Ça tombe le gars. Mais je pense que c'est important de parler de Saint-Georges. Ah non, mais c'est très important. Pour ceux qui nous regardent, parce qu'il appartient au patrimoine guadeloupéen, il appartient au panthéon guadeloupéen. Absolument. Qui est Saint-Georges? Saint-Georges, c'est un fils d'esclave. Sa maman, c'est une esclave. Il est né à Saint-Roubéo. Exactement. Et sa maman s'appelait Nanon. C'était une esclave. Et c'est un fils d'esclave et du maître de sa mère. C'est Bologne. Georges Bologne, qui a décidé de reconnaître son fils et qui a décidé d'accompagner son fils afin qu'il puisse connaître un destin. Et de baïf en Guadeloupe, il a siégé à la cour du roi. Louis XV, Louis XVI, c'est un Guadeloupéen qui s'est retrouvé par les arts, par sa culture, par sa maîtrise des armes aussi. Parce que effectivement, c'était le grand musicien. Il avait plein de talent, le gars. Mais bien sûr, c'est un grand musicien qui s'est retrouvé par sa maîtrise des armes, parce que c'était un grand escrimeur aussi, parce que c'était un officier engagé à diriger des troupes et à faire sa place dans... Il faut bien qu'on se remette dans le contexte. Au XVIIIe siècle. Il était noir. Il était noir. Non, mais l'esclavage n'était pas aboli, c'est ça. C'est ça qui est important. Il est allé en Angleterre, tout ça. Il a donné des cours à Marie-Antoinette. On voulait qu'il soit directeur. Je crois que Marie-Antoinette avait un petit quelque chose pour lui. Je m'avance pas sur la question. Je vais insister. Et en fait, il a été pressenti pour être directeur artistique de l'ancien Opéra de Paris, l'Académie royale de musique. Mais il y a deux chanteuses qui ont fait une pétition parce qu'il n'était pas question d'être dirigé par un mulâtre. Donc il a eu à subir la discrimination à son époque. Mais les talents, même à l'époque, au XVIIIe siècle, on lui reconnaît. John Adams, qui est le deuxième président des États-Unis, a dit de lui que c'est l'homme le plus accompli d'Europe. C'est vrai. Et ce que je trouve assez intéressant, et on en revient finalement à ce concours, c'est de dire que par le talent, par l'excellence, on parvient à abolir les ségrégations, on parvient à abolir les discriminations, exactement, et on va au-delà des frontières. Et avec ce concours-là, c'est un peu l'excellence qu'on vient de célébrer. Une question, Madame Rinaldo, ce sera un concours, mais ce sera un concours régulier. Est-ce qu'il va se pérenniser? C'est-à-dire, est-ce que chaque année... nous l'espérons. Après, c'est une question de subvention, parce de moyens et puis de volonté. Ou même si c'est tous les 2 ans qu'il y ait ce concours-là. Absolument. Que les projecteurs...
que les projecteurs du monde entier soient sur la Guadeloupe à ce moment-là, parce que c'est vraiment l'excellence au niveau des candidats et des membres du jury aussi qui seront alors, internationaux. Est-ce que vous savez, enfin je ne sais pas si vous savez ça, que Mozart l'a un petit peu copié. Alors, on l'appelait le Mozart noir, mais je pense qu'on devrait plutôt appeler historiquement Mozart le Saint-Georges blanc. Le Saint-Georges blanc, mais en fait, c'est l'idée du génie. Oui. Mozart, même si les gens, même ceux qui connaissent pas la musique classique connaissent le génie de Mozart en fait. Oui. Et je pense que l'amalgame, il vient de là. C'est l'idée du génie incontestable. Voilà. Quand on parle de Mozart, tout le monde sait. Mais nous, notre combat, c'est qu'il faut que tout le monde sache quand on parle de Saint-Georges, que son nom ait la même notoriété que celui de Mozart. Tout à fait. Et parce qu'il excellait dans tous les domaines. Oui. Il dansait, escrime, violoniste virtuose, compositeur. Aussi. Voilà. Et je pense que le combat pour le nom de Saint-Georges, c'est ce que porte un peu ce concours, et c'est ce finalement vers quoi nous on est content le MACT de s'associer. C'est justement de la lutte contre l'invisibilisation de nos talents. Oui. On est en plein dans un combat que nous on a choisi d'embrasser. Et moi je trouve que le calendrier est absolument formidable, parce que en réalité, alors même qu'on est dans le cadre de ce concours, on est à la veille du vernissage, et vous serez présent, j'espère, M. Sandonis. On est à la veille du vernissage d'une exposition formidable, exactement, d'un contemporain de Saint-Georges, qui était Guillaume Le Thiers. Aussi guadeloupéen. Exactement. Et dès lundi, on reçoit des œuvres, et je pense que voilà, on va en parler, on va revenir en parler aussi. Guillaume Le Thiers, on est sur ce même niveau d'excellence. L'autre de Baïf, l'autre de Sainte-Anne. Ils auraient pu se rencontrer à Sainte-Rose. Non, au centre. C'est ça. Non, mais c'est incroyable. Mais c'est dire... Et les Guadeloupéens ne savent pas ça suffisamment. Ah oui. Ils ne savent pas ça suffisamment. Et c'est pour ça qu'on est très fiers au Mémorial Act d'accueillir ce concours-là. Ouais. Et alors, quand même, il y a une série de manifestations qui ont déjà eu lieu. Il y a eu une hier à Vieux Habitants. Alors, qu'est-ce qui reste comme manifestation? Alors, effectivement, le 20, le 21, il y aura les 2 demi-finales qui seront au Mémorial Act. J'ai les tarifs là, donc ça sera 30 € pour participer aux demi-finales, le 20 et le 21, avec des tarifs de groupe à partir de 8 personnes à 25 €. Et puis, pour la grande finale, qui sera le 22 novembre, donc samedi soir, moi-même je serai là, c'est 40 € par personne. Combien de temps ça va durer? Alors, peut-être vous expliquer un petit peu. Les demi-finales, il y aura 4 candidats à chaque demi-finale qui vont jouer des programmes avec des œuvres de Saint-Georges, évidemment, parce que c'est lui qui sera à l'honneur. Pour les demi-finales, il s'agira de sonates, mais aussi des pièces virtuoses du grand répertoire pour violon, de Paganini, d'Isaïe, des sonates de Debussy, Stravinsky, le poème de Chausson. Voilà, vous allez entendre vraiment de la belle musique. Non. Non. Non, mais c'est une question, j'ai posé la question. Non. Saint-Georges est à l'honneur. Voilà. Et lors de la finale, nous allons entendre que des concertos de Saint-Georges. Et vous pourrez vraiment entendre la virtuosité de son écriture, l'élégance. Parce que vous savez, enfin, vous le savez souvent, que on a essayé un petit peu d'effacer sa présence musicale en France après son décès, parce qu'il est mort dans des conditions un petit peu bizarres, et puis après... on a voulu l'effacer et l'invisibiliser. On en revient à ce combat. Voilà. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, de montrer que c'est quelqu'un qui avait un vrai génie. Un vrai génie. Un vrai génie à tous les niveaux. Et une excellence incontestée, incontestable également. Et alors, on parlait de Le Thiers, mais de toute façon, vous reviendrez. On en parlera. Oui. Bon, non, mais on peut en parler aujourd'hui. Mais je pense que c'est important. C'est intéressant aussi parce que, en fait, Le Thiers fait de la peinture. Et quand il était en France, j'ai appris qu'il a beaucoup travaillé avec les Antillais, les Caribéens, beaucoup travaillé avec les Caribéens, donc montrer un petit peu que finalement la solidarité, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et on est à une époque, puisque si on doit parler de Guillaume Le Thiers, l'exposition qui vient, elle s'appelle Guillaume Le Thiers, né à la Guadeloupe. Parce que c'est comme ça qu'il signait, et c'est notamment comme ça qu'il a signé il assumait totalement le serment des ancêtres. Exactement. Mais c'est dire comment à cette époque-là, où on parlait justement du racisme qu'ils ont dû subir et l'un et l'autre, ces gars-là ont réussi à transcender le racisme, à transcender exactement les discriminations et à s'imposer par la force de leur talent. Comment s'organise le jury, Madame
Alors, c'est un jury aussi international. Aussi Aussi, oui. Le président du jury, Stropopov, vient de Bulgarie. Nous avons Kinga Augustin de Pologne, Wang Fang de Chine et Monsieur Kameda de Hauptschule de Münster d'Allemagne. Oui. Et moi de la Guadeloupe. Oui. Donc, donc c'est vraiment la régionale. C'est parfait. C'est-à-dire que le MAC avec ça pour une autre dimension internationale. Absolument. Bien sûr. Déjà, mais là, c'est l'engagement que nous avions pris. Rappelez-vous, M. Sandroni, il y avait un chemin et la dimension internationale, c'était ce qu'on voulait faire embrasser à notre établissement. Non, mais on est content. On est fiers. On est content et fiers d'être Guadeloupéens, de voir que... Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, au Guadeloupe, il n'y a rien. » Mais voilà. Mais si. Il se passe des choses, il se passe plein de choses, et plein de belles choses. Et des choses qui doivent nous rendre fiers. Voilà, et ça, c'est sûr. Bon, vous reviendrez après la finale. Ah, si vous m'invitez. Mais non, venir nous dire un peu comment ça s'est passé, en fait, dire ça aux téléspectateurs. Ah oui, mais le mieux, c'est d'aller écouter vous-même. Je vous invite à vraiment aller écouter parce que ce sera vraiment exceptionnel ce qui va se passer au Memorial Act. D'accord. Voilà, parce que la qualité des candidats, déjà, il y a eu une sélection avant. Vous entendez les demi-finales, mais il y a eu un bon écrémage avant. J'imagine, oui. Et ça qui là, c'est ça, joué si mal. Donc, il faut venir vraiment. Alors, vraiment, ça va être incroyable. Rendez-vous. Alors, il y a eu le concert d'ouverture à l'aéroport Marie Scondé, qui a été un grand moment aussi. Plusieurs manifestations depuis. Et à partir de ce soir, ça continue, on est vraiment dans la fête, les festivités. À partir de ce soir, il y aura l'opéra à l'Archipel, un opéra de Léo Cavallo qui s'appelle Pariachi, avec des voix incroyables. Jeudi, vendredi et samedi, le concours international et le concert de clôture avec Axel Saint-Cyril en guest star. Mais il y a quelque chose à l'Archipel, il me semble aussi. C'est ce soir. C'est ce soir à l'Archipel. C'est ce soir à l'Archipel. Ouais. On affiche en ce moment. Bon, alors, vous ne le savez pas, alors je le dis, Saint-Georges ne peut pas dire ça. Il y a une discussion sur l'orthographe. Officiellement, dans sa biographie, on le dit partout que... J'ai lu aussi que... Il y a un sujet. Il y a un sujet, voilà. Oui, c'est un sujet. Mais en fait, je vous remercie. De toute façon, on remercie d'abord le MAC d'avoir organisé ça. Je sais que ça a été lourd à organiser. En tout cas, c'est de longue date. J'ai reçu à l'époque Marlon Daniel, je venais d'être élu président du Memorial Act, donc ça remonte à un an et demi. Et effectivement, je sais que c'est quelqu'un, Marlon Daniel, qui a une énergie, on en parlait, c'est impressionnante. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de mérite, je crois. Et effectivement, je crois que les partenaires, en plus, ont joué le jeu aux côtés de Marlon. Et la région. La région, exactement. Le soutien de la région et sans tous ses partenaires et sans la région, je pense qu'une manifestation d'une telle envergure ne pourrait pas se faire. Donc, vous avez tout dit, Mme Winaldo? J'ai encore des choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Mais si un dernier mot, je vous l'accorde. J'aimerais que vraiment tous les Guadeloupéens aillent vraiment s'intéresser à Saint-Georges, parce que la manifestation se fait ici, mais même ceux qui ne peuvent pas y aller, s'approprie ce personnage qui est vraiment de chez nous et qui est un personnage grandiose. Ouais. Voilà. Grandiose. Donc, venez écouter. Et s'ils n'ont pas venir, allez chercher, allez regarder. Tous vos moyens savent qui Saint-Jean. J'ai mes élèves. Je suis partie parce que j'enseigne. Et je leur ai donné à tous un travail de me parler du Chevalier de Saint-Georges quand je reviendrai. Ça, c'est une bonne chose. Oui. Une très bonne chose. Et ceux qui n'ont pas encore vu le film, mais ils font comme sur la peine, ils regardent sur Netflix. Et il est très bien, ce film. Non, il est très bon. La biographie, très bon. Et c'est là qu'on voit que Mozart prend une belle tape. Il prend une belle tape, je dis ça. Non, c'est vrai, il faut le dire. Non, alors, c'est dommage qu'on n'ait pas pu diffuser ce film-là pendant cette période-là. Non, oui, tu le summum. Bon, j'espère que... Bon, espère. OK. J'ai vraiment envie que ce festival et cet hommage prennent ancrage chez nous. Parce que c'est vraiment l'idée que ce soit le point ici où tout a commencé. Il ne faut pas le lâcher. Il ne faut pas le lâcher, il ne faut pas laguer même. Et tout aboutit. De toute façon, Saint-Georges, c'est Guadeloupe. Donc, voilà. Au moins, on ne peut pas faire d'autres côtés qui en Guadeloupe. Absolument. OK. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous, M. Sandroni. Ça va? Oui, on a tout dit. On revient à l'actu avec la journée de la prématurité sur un reportage de Solène Févon. On regarde.
c'est moi qui ai inscrit le service à sa première participation au Challenge Poapo qui était l'année dernière. Et cette année, en collaboration avec l'association Mabo, on a vraiment voulu donner une autre dimension au challenge parce qu'en fait, justement, le Poapo, c'est quelque chose qui contribue énormément à la mise en place de la lactation. Ça a cette vertu. Et du coup, cette année, justement, par discussion avec une maman qui une fois m'avait dit que ses journées se résumaient à je me lève, je tire du lait, je passe la journée en service. À 16h, quand je rentre, j'ai un peu la force ou pas du tout la force de cuisiner. Je me mange un truc. À 18h, je dors et je réenchaîne ma journée. Je me suis dit, ah oui, si on veut vraiment que les parents puissent pouvoir venir en service, rester en service, il faut quand même qu'on leur donne la possibilité de pouvoir se ressourcer directement sur place. Donc, c'est de là que nous est venue l'idée de mettre en place cet espace de ressourcement le temps du challenge. Le Poapo, c'est que les parents prennent leur enfant, le torse nu, le blottissent contre eux et le maintiennent au chaud. Comme ça, l'enfant ressent. Ça régule sa chaleur à lui, il se détend et le lien est super bien établi. Donc, le Poapo est vivement conseillé pour le relationnel, pour le bien-être de l'enfant, pour le bien-être des parents et pour... on dira la bonne évolution des deux aussi. En termes de durée, c'est intéressant, surtout pour un enfant prématuré qu'on est en train d'installer, c'est intéressant de faire au moins 1 heure de temps en Poapo. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'enfant prématuré, en termes de stabilité, sa réception aux stimulations extérieures peut un peu venir, comme on dit, déséquilibrer certaines choses. Ça peut être beaucoup de stimulation pour lui. Et par conséquent, une fois qu'on a fait toutes les manipulations, il faut lui donner le temps d'être en Poapo, de bénéficier concrètement de son Poapo, donc régulation de sa fréquence cardiaque, régulation de sa fréquence respiratoire, qu'il puisse pouvoir s'apaiser et ensuite refaire les stimulations qui sont nécessaires pour le remettre dans son lit. On ne sait pas trop comment on doit réagir, on ne sait pas comment il faut faire avec un prématuré. Donc eux, ils sont là pour nous accompagner, pour nous guider, dans les soins, même dans l'information au niveau de la prise de poids, de comment le séjour va se passer, combien de temps il va rester. C'est très important d'avoir un maximum d'informations et puis le fait qu'il soit à l'hôpital, qu'il ne soit pas avec nous. Et, pour moi, c'est que du positif qu'on lui apporte. Ça l'aide à pouvoir grandir, à pouvoir continuer à évoluer. Passer du temps en Poapo avec son bébé, ça fonctionne bien et ça s'est même généralisé sur les bébés qui naissent à terme ou pendant les 2 premières heures qui suivent la naissance. On se dit que c'est au bénéfice pour ces enfants-là. La transition entre l'utérus et la vie extra-utérine, en fait, ça se fait en Poapo pour aider le bébé à faire sa transition. Voilà, il est 10h57. Avant de recevoir dans un instant notre chroniqueuse du mercredi, nos chroniqueuses du mercredi, puisque Martine est de retour, mais Sadji est déjà là. Bonjour quand même. Bonjour. Et on va parler tout à l'heure du management du handicap. Du management du handicap, comment mesurer l'impact d'une inclusion performante. Mais en avant, on fait un retour sur l'actu. C'était le Salon de l'Habitat qui a débuté et cela ne fait, il était sur place. Salon de l'Habitat, c'est une manifestation qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années, chaque année, qui permet aux Guadeloupéens de faire un petit peu le point sur ce qu'on achète au niveau de l'habitat, mais pas que, au niveau de la maison, tout est là, tous les gens sont là. Et c'est une très ancienne manifestation. Reportage sur l'NFEV, on regarde. L'édition 2025, elle se passe sur 5 jours. Du 19, on est déjà dans le vif du sujet, j'ai envie de vous dire. Du 19 aujourd'hui jusqu'au 23 novembre, le dimanche. Le 19 aujourd'hui et demain, l'événement se tient de 9h à 19h. Et vendredi, samedi, nous avons quelques plateaux animation musicale qui vont aller jusqu'à 20h, donc 2 jours de nocturne. Et le dimanche, nous clôturons à 19h. Ça m'arrive souvent de venir dans le salon qu'il y a ici. La dernière fois, je suis venu au salon automobile, par exemple. Et j'aime beaucoup découvrir les nouveaux produits et tout. Et j'aime apprendre aussi de nouvelles choses. Et connaître des choses qui, justement, je pense qu'il n'y a pas dans tous les magasins à portée de vue. Donc voilà. Et là, qu'est-ce que tu es en train de tester? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, je ne suis pas super bien renseigné sur le produit, mais c'est un fauteuil masseur, je pense, c'est ça. Un fauteuil qui masse et tout le corps. Là, j'ai testé le meilleur parce que moi, j'aime voir plus grand. Et franchement,
Je pense que j'ai plus envie de sortir du fauteuil là en fait. Nous, notre concept, c'est qu'on va vraiment s'occuper de la gestion de logements pour des propriétaires qui n'ont pas le temps ou qui ne savent pas forcément s'occuper de tout ce qui est plateforme de location. Donc nous, on va s'occuper de la gestion entière du logement. C'est un concept clé en main qui fait que le propriétaire ne doit s'occuper de rien. Il nous confie son logement et nous, on s'occupe de tout à la place. Il n'a qu'à profiter de ses revenus locatifs sans rien faire après. L'événement est complètement repensé pour pouvoir redynamiser la chose, pouvoir faire revenir les exposants historiques, faire venir de nouveaux exposants. Et nous essayons d'avoir des îlots de tous les métiers qui intéressent l'habitat en Guadeloupe en tout cas. Et on a des conférences sur, par exemple, comment financer son prêt immobilier pour pouvoir accéder à son rêve de la construction de son habitat, la construction, la rénovation ou même l'achat de son bien immobilier. Ça, habituellement, c'est le projet d'une vie. Donc, nous rassemblons pendant les 5 jours dans un même lieu tous les acteurs qui participent à un tel projet. C'est hyper important pour nous d'être présents, mais surtout pour les propriétaires, car il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que ce concept existe, qui peuvent déléguer la gestion de leurs biens. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les moyens en termes de temps de gérer tout ce qui est gestion de logement, tout ce qui est logistique. Et c'est vrai que voilà, être ici, ça nous permet aussi de nous montrer au monde, de montrer que ce genre de service existe et de montrer aux propriétaires qu'ils ne sont pas seuls et qu'on est là aussi pour les aider dans la gestion et l'approvisionnement de leur logement. Voilà, on prend la première pause, puis on va se retrouver tout à l'heure avec, je vous l'ai dit, avec Sadji, mais aussi avec Joël. Bonjour. Bonjour. Et comme toujours, Joël n'est jamais seul. Jamais seul. Tu n'aimes pas la solitude, toi? Tu veux que je vienne seule? J'ai pas dit ça. Tu es avec madame? Mélion Noya. Voilà, Mélion, c'est un nom très connu. Bien, à tout de suite après la pause. Nous sommes de nouveau avec vous. Je vous l'ai dit, on va recevoir Sadji Tramis pour le management du handicap. Sadji Tramis de Satra Consulting. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Et c'est une chronique particulière parce qu'on a décidé de la faire pour donner la possibilité aux gens qui sont en situation de handicap comprendre qu'ils ne sont pas perdus et que surtout les chefs d'entreprise qui quelquefois ont du mal à vouloir embaucher quelqu'un en situation de handicap en disant « ouais, c'est combatable pour moi », mais finalement, on se rend compte au fil des chroniques que c'est possible. Tout à fait possible. Aujourd'hui, on va mesurer l'impact d'une inclusion performante. Exactement. Alors, comme je fais d'habitude, juste une information, on sait qu'en ce moment, on est dans la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, c'est depuis lundi jusqu'à dimanche. Ça a eu un écho en Guadeloupe? Ça a eu un écho en Guadeloupe. Il y a eu plusieurs événements qui ont été faits, qui ont commencé déjà depuis lundi. Et surtout, on l'a vu tout à l'heure, des mises en situation. Et ça, c'est bien que les gens, des personnes dites valides, puissent se mettre un petit peu à la place des personnes en situation de handicap. Et bien entendu, il y a le handicap visible, mais il y a le handicap invisible. Oui. Et il serait intéressant dans les émissions, dans le quotidien, que nous pensions effectivement à ces personnes-là, notamment, je ne sais pas, par rapport au visuel. Vous avez dû remarquer que, par exemple, mon diapo est très très simple, notamment un petit clin d'œil aux personnes dyslexiques, afin de ne pas être, afin de se focaliser sur l'information et pas forcément, parfois on a des flyers qui ont plein d'images, beaucoup d'écriture, etc. Donc il faut bien choisir la police, que ça soit visible tout de suite, pas trop d'images pour déconcentrer, voilà, pour se disperser. Et c'est un exemple, en tout cas, un exemple de situation où on tient compte effectivement de
tous les publics, j'ai envie de dire. D'accord. Alors, revenons donc à l'information essentielle, c'est-à-dire effectivement de l'inclusion, que l'inclusion soit performante. Que faut-il nécessairement? Alors, un petit rappel, justement. Déjà, pour que l'inclusion soit... C'est un petit rappel des chroniques précédentes. Pour que l'inclusion soit performante, on a déjà parlé, dans un premier temps, du diagnostic. Alors, bien entendu, un diagnostic partagé et forcément confidentiel également, partagé dans le sens où c'est avec la personne en situation de handicap qu'il faut voir ce qu'il y a à mettre en place pour qu'il soit dans de bonnes conditions, mais aussi efficace. Donc ça permet d'aligner tout le monde. Deuxièmement, un plan d'aménagement utile, proportionné et réaliste. On a dit autres papets. C'est celle qui lâche. On a l'impression que c'est une montagne à gravir, alors que parfois c'est très simple et ça permet le bon déroulement de l'activité. Sans surcharger l'équipe, je répète. Un accompagnement du manager, pas laisser tout seul, parce qu'il c'est pas un professionnel du handicap. Donc, ça lui permet de transformer, on va dire, la gestion de cas en management opérationnel. Donc, pouvoir être accompagné, un suivi, c'est important pour ajuster, éviter que les blocages ne s'installent. Une équipe informée. Alors, ça, c'est important également. Communiquer avec l'équipe. Pas qui, situation là, on sait le fois et dit au début et au FSA, faut effectivement les informer, faut communiquer. S'il y a quelque chose à mettre en place, avertir l'équipe pour qu'ils ne soient pas surchargés. Un référent handicap, je parlais d'accompagnement du manager, un référent handicap, tant que faire se peut, doit être présent et opérationnel pour soutenir justement non seulement le manager, mais le salarié en situation de handicap. Pour favoriser la performance d'une inclusion, il faut aussi mobiliser rapidement des aides, Cap Emploi, AGFIP, FIPHFP et MDPH, entre autres. Et ça permet d'éviter les ruptures. Enfin, une logique, c'est-à-dire qu'il faut construire ensemble. Ça favorise une solution viable, durable et bénéfique. Donc, co-construction et une démarche basée, et on va le voir, sur des indicateurs simples pour démontrer effectivement l'efficacité. Il n'y a pas tout dit où on mettait en place, il faut garder si qu'à marcher. Alors justement, qui ont pas mesuré un pack à ça, qui ont refait? Alors, je propose pour mesurer, je propose 4 familles d'indicateurs. Les indicateurs RH, c'est-à-dire indicateurs, on va le voir, je les cite déjà, indicateurs RH, indicateurs managériaux, socio-économiques et indicateurs humains. Indicateurs RH, pour illustrer, je vais donner des chiffres carrément. En matière de maintien dans l'emploi, 95% des personnes accompagnées restent dans leur poste. Ce n'est pas négligeable, selon la GFIP. Donc, à contrario, concernant l'absentéisme, enfin, pas à contrario, il y a aussi la problématique d'absentéisme. Le taux d'absentéisme dû aux problèmes de santé reconnu comme handicap est nettement en baisse à partir du moment où effectivement la personne est accompagnée. Que ce soit la personne, le salarié, que ce soit le manager ou l'équipe. Et donc, on a une réduction significative des arrêts de travail. Et ça, c'est pas négligeable parce que c'est un coût, l'arrêt de travail. Oui, bien sûr. J'ai parlé d'indicateurs managériaux également. Ça, c'est la réalité du terrain. Les études montrent, le baromètre de la GFIP par exemple, l'IFOP aussi, qu'après accompagnement, les managers observent en général une hausse nette de l'autonomie et de la participation. C'est quoi? L'autonomie, les objectifs et la communication. Les 3 éléments importants effectivement en management. Et plus de 67% de recruteurs considèrent que le rôle du référent handicap, j'en ai parlé tout à l'heure, améliore directement la gestion managériale des situations.
Voilà, j'avais dit lors d'une chronique que ce n'est pas obligatoire en dessous de 250 salariés, mais c'est vivement recommandé de nommer un référent handicap. Ouais. Et puis de le former, bien entendu. Alors, les indicateurs. Oui. Alors, je parlais d'indicateurs socio-économiques également. Je donne quelques chiffres significatifs. Un maintien dans l'emploi réussi permet d'éviter entre 15 000 et 30 000 euros de coûts pour l'organisation. Toujours selon les analyses de la GFIP. Donc, le coût moyen d'un aménagement est d'environ 1 000 à 2 500 euros. C'est alors que dans l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est pas excessif et en plus c'est rentabilisé en quelques mois. Je parlais de macroéconomie. L'Organisation internationale du travail estime que l'exclusion professionnelle des personnes en situation de handicap peut coûter jusqu'à 7% du PIB dans certains pays, notamment la France. Selon Accenture, c'est une société internationale, c'est un cabinet, une société de conseil et de technologie, selon laquelle les entreprises les plus inclusives affichent jusqu'à 30% de marge opérationnelle. J'espère que ça parle suffisamment aux employeurs pour les convaincre, pour considérer que c'est important. Et indicateur humain, enfin, c'est-à-dire le vécu des équipes, des personnes en situation de handicap aussi. 88,6% des personnes en situation de handicap bénéficiaires d'aide de la GFIP, par exemple, se déclarent satisfaits de l'accompagnement. Et qui dit un salarié satisfait, qui dit un salarié épanoui, dit un salarié productif. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'impact de l'inclusion performante? Alors, ce qu'on peut dire sur l'impact, c'est que on mesure l'impact de l'inclusion en combinant les chiffres, la réalité du terrain, l'analyse économique et surtout le vécu de la personne. Rapidement, une petite méthode, c'est de choisir parmi les indicateurs que j'ai donnés, 3 indicateurs par exemple, choisir plusieurs indicateurs comme vous voulez, mais significatifs pour vous. Déjà, définir ce qu'on veut observer, d'accord? Est-ce que c'est une réduction d'arrêt, une amélioration de la performance individuelle ou de l'équipe et la stabilité justement de l'équipe? Choisir, comme je disais, les indicateurs. Il vaut mieux combiner le qualitatif et le quantitatif. Mesurer le avant-après, donc déterminer une durée, et interroger l'équipe, ça aussi c'est important, c'est-à-dire pour avoir leur ressenti, peut-être distribuer des questionnaires de satisfaction ou autre, mettre une boîte de suggestions, etc. Et communiquer. Alors ça, c'est pas forcément 1 heure, 2 heures, mais rapidement, un format court, communiquer sur les chiffres clés. C'est-à-dire donner des repères, ça permet de donner des repères à l'équipe. OK, on a atteint l'objectif ou on est à tant de % de l'objectif, donc on continue l'effort. Ça, c'est important. Et ça crée une dynamique. Et voilà, nous pas qu'à dormir, si en situation, ça crée une dynamique et là, on met en branle les choses s'il y a à rectifier. Bien, Madame la manager. J'espère que les chefs d'entreprise qui ont des personnes en situation de handicap comprennent ça maintenant et suivent et qu'ils évoluent, parce que c'est vrai, j'ai eu l'occasion de recevoir ici une ou 2 personnes en situation de handicap qui se plaignaient du fait qu'ils étaient un petit peu ghettoisés à l'intérieur de l'entreprise et ça crée un stress et bien évidemment, ces gens-là n'ont pas envie de travailler. Donc il faut continuer ce management, c'est important je pense. Pour ces gens-là, d'autant plus qu'il y a beaucoup de gens. Alors, juste un dernier mot, très rapidement. Tu as dit en début qu'il y a des handicaps visibles et invisibles. L'invisible, c'est lequel? Invisible, alors, donc c'est forcément, tout le monde l'a compris, celui qu'on ne voit pas. Tu veux des exemples? Oui. Il y a des maladies chroniques, par exemple. La fibromyalgie. J'en avais parlé, je crois. Mounaka souffert, mais on gros souffert là même. Et au pas qu'à vrai, ça. D'autant plus qu'ils ont une façon de compenser
qui fait que où tu vas les voir en train de sourire. J'ai vu un extrait récemment, justement, une personne qui disait d'une autre qui avait un cancer, tiens, on dirait pas, elle est en train de danser, on dirait pas qu'elle a un cancer, voilà. Donc, attention à ça. Et je dis que le management du handicap invisible profite à tout le monde, parce que justement, on ne sait pas ce que la personne est, ce que la personne a, pourquoi. Et c'est pour ça que je dis aussi aux managers, comprenez d'abord, soyez dans la compréhension, dans la recherche d'informations. Et la bienveillance. Surtout. Et la bienveillance, bien entendu. Merci Sadji. Voilà. À très vite. Voilà, il est 13h23, on va passer au script et à la vie. Envie de... À la chronique. Ah, envie d'écriture. Ah, oui, c'est vrai. Ouais, c'était envie de lire. Voilà. Générique et puis on démarre. Voilà, effectivement, on reçoit donc Joël, que je disais, Joël Damas, notre scripteuse de l'envie d'écriture. Oui, voilà. Oui, scripteuse, chroniqueuse, scripteuse. En tout cas, on est toujours content de te recevoir puisque tu viens toujours avec une personne, cette fois-ci une personne qu'on connaît, mais dans un autre cadre. Oui, comme la dernière fois. Hein. Comme la dernière fois. Je n'invite que des personnes multipotentielles et illimitées, comme je me les ai appelées, parce qu'on les voit partout, mais dans plusieurs domaines, et qui excellent en plus dans chaque domaine. Donc, Nouria, on se connaît depuis l'an dernier. Que depuis l'an dernier, mais dans le cadre de développement personnel. On a vraiment vécu des moments qui nous ont permis de nous découvrir. Et en fait, je vais de surprise en surprise, puisque je ne savais pas... on avait un petit peu touché mot sur l'écriture, mais pas à ce point-là, en fait. Et c'est là, en faisant la chronique, que j'ai découvert chez elle, en fait, ce talent qu'elle avait, et à travers aussi un atelier qu'elle a organisé. Et j'étais surprise, je me suis dit, tu vas venir sur mon plateau, parce qu'à mon avis, derrière le projet d'atelier d'écriture, il peut y avoir autre chose, et tu me connais quand je rencontre les gens. Bien sûr. Je les pousse. C'était où cette rencontre a eu lieu où? Pardon? Où as-tu eu cette rencontre avec elle? Alors, je pense que certaines personnes ont entendu parler de la Greatness Academy, certainement. C'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Et voilà, donc on a cheminé ensemble, et chacune avait ses projets, et là, on se rejoint sur, cette chronique. Alors, bonjour. Voilà. Bonjour Dani, bonjour tout le monde. Je me présente, c'est ça? Oui, vas-y. Oui, moi, c'est Nouria Mélion, j'ai 23 ans. Nouria Ayawa sur Instagram, mais on m'appelle généralement Yaya. Yaya, d'accord. Voilà, pour parler un peu de mon parcours avec l'écriture, j'ai toujours un rapport particulier avec les mots. J'ai toujours aimé la magie des mots, très petite. Pour la petite anecdote, quand j'étais peut-être fin maternelle, début primaire, j'écrivais régulièrement des poèmes à ma maman. Ah bon, déjà? Je faisais des petites lettres. Au primaire déjà? Oui, au primaire. Ou des lettres ou des dessins. Et je mettais dans la boîte aux lettres, juste avant qu'elle rentre du travail. Je savais qu'elle allait ouvrir la boîte aux lettres. Donc je mettais dans la boîte aux lettres et je lui laissais des mots. Je savais que ça lui amenait toujours de la joie. Donc c'est à partir de là que j'ai vraiment compris la force des mots. Et en grandissant, j'ai toujours aimé écrire. J'ai eu un journal intime. J'ai toujours eu des journaux intimes d'ailleurs. Ça m'a accompagné toute ma vie. Et j'ai compris que les mots avaient un pouvoir. Voilà. Et à plusieurs moments dans ma vie, si je n'avais pas eu cette possibilité d'écrire pour pouvoir coucher mes mots, manifester, libérer des choses. Uniquement de la poésie ou bien autre chose? De tout, hein. J'écris des textes, j'écris mes pensées. J'écris aussi pour des chansons. Des poèmes. J'ai écrit aussi des livres quand j'étais au collège. Des livres, il y a une application qui s'appelle Wattpad pour les écrivains amateurs. Et en fait, j'ai écrit 2 ou 3 livres là-dessus où j'avais 2000 vues dans le monde entier. J'étais super contente. Et en fait, c'est à partir de là, le fait de pouvoir créer un imaginaire aussi à travers les mots, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà. Les mots en général. Écrire, je trouve ça vraiment le prochain livre va paraître quand? 2026, fin 2026, je pense. Le prochain livre. Soit un recueil de poèmes ou je pense que un roman? Un roman. Un roman fantastique, je pense. Un roman fantastique en plus? Wow. Je pense que ce sera le prochain.
ou une autobiographie. J'ai pas encore choisi sur quoi je vais commencer. Les deux à la fois. On peut faire autobiographie fantastique. Peut-être. C'était l'idée de base. J'avais commencé à écrire ce livre-là. L'idée, c'était de parler de ma vie, mais à travers, et de la Guadeloupe, à travers un roman fantastique. J'ai commencé il y a peut-être 3 ans, mais le projet n'est pas abouti. Donc, l'idée, c'est de reprendre et de le terminer. D'accord. Voilà. Je ne vais pas me gêner pour te pousser. J'imagine bien. Ça change un peu. C'est vrai que d'entendre l'univers fantastique, c'est très rare en fait. On entend plus des romans. C'est vrai, très peu. Voilà, et fantastique, c'est vrai que c'est rare. Il y en a, mais c'est rare. Donc oui, je vais te pousser. Et en fait, je suis restée sur la lettre du coup, parce que j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, cette petite anecdote de dire qu'on écrit des lettres et qu'on glisse dans la boîte aux lettres. Je pense que ça se perd parce que maintenant, avec les mails, toute la technologie, je pense qu'on a perdu un peu cette... j'ai envie de dire cette magie de la lettre, de recevoir une lettre, de l'écrire déjà, de l'envoyer. Surtout manuscrite, en plus. Oui, manuscrite, oui, surtout ça. Et je suis restée là-dessus parce que j'ai vu apparaître donc sur les réseaux l'annonce de ton atelier. Et l'atelier, le nom de l'atelier, Lettre à moi-même. Oui. Et je me suis dit, waouh. Alors moi, j'aurais bien aimé savoir comment ça t'est venu, parce que je sais que tu écris des lettres, mais du coup, Lettre à moi-même, comment ça s'est déroulé avec les personnes, quelles ont été les interactions, les avis, enfin, il s'est passé quoi? Alors, déjà l'idée m'est venue. Pourquoi? Parce que quand j'ai vécu 4 ans en Hexagone, et quand j'étais là-bas, j'avais besoin de ces moments-là pour faire le bilan avec moi-même. Je suis tombée très dernièrement sur une story sur Instagram que j'avais faite en 2021, je crois, où j'avais écrit « Lettre à moi-même », comme quoi les choses ne se font pas par hasard. Et en fait, pour moi, c'est vraiment un moment pour se recentrer, faire le bilan, poser un cadre pour justement se rappeler de ce moment qu'on a passé pour s'écrire à soi-même. L'atelier en lui-même, il est décomposé en 3 parties. Il y a vraiment un moment où on prend le temps de poser l'ambiance. Il y a de l'échange, il y a aussi de la méditation. Je vais travailler avec chaque sens, donc les odeurs, le toucher, la musique. On va travailler sur tous les sens pour pouvoir vraiment permettre à tout le monde de rester sur le moment présent et de se relaxer. C'est l'idée. Et après, à travers un accompagnement, je vais guider mes participantes pour qu'elles puissent libérer leurs mots. Le premier atelier, du coup, s'est très bien passé. J'ai eu de très beaux retours. J'ai senti aussi que ça a fait du bien moi-même. J'étais vraiment ébahie durant l'atelier parce qu'il y a vraiment eu de la libération. Ça permet vraiment de toucher à des choses auxquelles on n'a pas la possibilité de toucher au quotidien, puisqu'on est surmené, on pense à plein de choses et on n'a pas le temps de voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et elles ont toutes été ravies parce qu'elles ont pu justement mettre le doigt sur certaines choses et se libérer de certaines choses aussi. Mais Lettre à moi-même, c'est une sorte de miroir quand même. Exactement. La particularité, c'est que pour moi, je ne fais pas la différence vraiment entre la moi d'hier, la moi d'aujourd'hui, la moi de demain. Et en fait, durant l'atelier, on parle à tous ces moi. Donc, on va prendre le temps de s'exprimer, de peut-être avoir de la gratitude pour la moi d'hier, échanger. En fait, c'est de l'échange avec soi-même, c'est un dialogue avec soi-même. Dialoguer avec soi-même permet, selon moi, vraiment d'aller toucher à des choses auxquelles on n'a pas l'occasion de toucher au quotidien. Et c'est l'idée avec l'atelier. Et la moi de demain, on s'y adresse pour pouvoir manifester, poser des intentions pour la suite. Et voilà. Magnifique. Que dire de plus? Oui, c'est important. Et pour moi, l'écriture, comme j'avais dit, c'est un côté thérapeutique. Et l'être à soi, des fois, je le dis à chaque fois, on écrit et quelquefois, on fait sortir des choses dont on ne se rend même pas compte. En fait, et on relit, on se dit, oh, j'avais ça, j'ai envie de faire ça, donc voilà. Et du coup, je vais enchaîner sur un projet que j'ai et comme on dit, vous êtes les bienvenus. On avait reçu Ingrid Deloire, si tu te rappelles, il y a 2 semaines, qui avait écrit son livre. Et avec elle, on a un concept... Il est sorti ou pas encore? Alors, il est sorti, mais pas encore imprimé, puisqu'elle cherchait aussi à le faire imprimer. Voilà, mais il est comme on dit, il est là. Il est là. Et en fait, on a créé un concept de causerie
de causerie de couple, donc où on reçoit des couples sur des problématiques diverses. Là, en l'occurrence, le thème, c'est le pardon. Et pourquoi je me joins à elle, c'est que là, dans cet atelier, intervient aussi l'écriture, parce que certains couples se rendent compte que quelquefois, la communication est rompue, et que si on passe par l'écrit quelquefois, eh ben, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont peut-être plus faciles à dire. L'écrit, c'est une thérapie. C'est une thérapie. Que ce soit en lettres, parce que je donne souvent, j'ai des personnes que j'accompagne aussi, des personnes qui viennent me voir pour des accompagnements et qui ont besoin de communiquer et d'écrire. Et quelquefois, je leur dis, écris une lettre sans intention de l'envoyer. On revient encore sur la lettre. Parce que des fois, les mots sont lourds et on peut blesser la personne. Donc, je dis, tu écris d'abord la lettre sans intention de l'envoyer pour faire sortir ce que tu as. Et ensuite, soit tu dialogues, soit tu écris de nouveau une lettre, mais avec des mots plus posés. Donc, la causerie, elle aura lieu finalement donc, le 4 décembre, parce qu'on avait dit à la fin du mois. Oui, et j'ai fait 2 événements. On a vraiment allié, en fait, à la fois l'atelier d'écriture. Ça se passe où? Petit Beaulieu tenu secret. Ah, c'est un lieu secret. Voilà. Et la pleine lune, clairement, un moment pour manifester des choses. Et en couple, quoi de mieux que de se projeter sur 2026 avec un autre mindset et une autre façon peut-être de fonctionner. Alors, tu sais quoi, la dame qui est à côté de toi, c'est une poétesse. C'est vrai? Elle a publié dans un recueil qui s'appelle Perle. Perle de femme. Oui, je connais. Ouais, et elle écrit aussi. Alors, quand tu entends tout ça, qu'est-ce que ça te dit, tout toi? Ah, je valide. Alors, ça, tu avais dit à là, est-ce que vous savez que au monde capable jalouille lui-même? Et tout à l'heure, Madame Mélion disait effectivement apprendre à se parler, soit donc apprendre à se connaître. Mais passer du temps avec soi, c'est important avant de passer du temps avec l'autre, parce que le corps manifeste à un moment donné sa jalousie. Oui, il y a des manifestations de jalousie propres, d'abord. Et puis oui, l'écriture, mais alors je valide à ça à 2000%. Et maquer, là où tu es en colère, tu es triste, tu es maqué. Et ça permet effectivement, c'est une sorte d'exutoire, mais aussi ça permet d'atténuer la chose, d'atténuer, que ce soit la tristesse, etc., parce que l'autre n'est pas obligé de recevoir effectivement l'émotion. Les mots peuvent guérir les mots? Les mots peuvent guérir les mots, oui, bien entendu. Ah oui, mais c'est puissant, hein? Vraiment, vraiment. Et il y a des symboliques, selon qu'on y croit ou pas, de ce qu'on fait avec l'écriture, de ce qu'on fait avec ce qu'on a écrit. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on garde quelque chose qui était négatif? Généralement, non. Est-ce que, voilà. Donc, oui. Oui, la guérison est puissante, puisque si les personnes qui ont lu mon livre, justement, ont vu que c'est c'est ce qui m'a sauvée, en fait, clairement, où j'étais malade de quelque chose que j'avais déclenché moi-même par le stress. Et l'écriture m'a aidé à mettre les mots sur ce qui me faisait du mal. Et une fois que ça a été fait, on va dire comme par magie, parce que clairement, le médecin m'a dit c'est par magie. Il n'y a plus le mot MAUX. Voilà. Et j'ai appris après à savoir quels étaient les signes pour que je ne retombe pas encore dans les mêmes schémas de stress. Je te pose quand même la question. Chronique, le bouquin est en chemin. Ni tellement bien raconté. Le livre là, ça allait qui est sorti, qui est en plusieurs tomes. Ah bon, bon, d'accord. À suivre. Okay. Affaire à suivre. Bon. Petite actualité, alors, je ne sais pas du tout si on a le visuel, mais bon, c'est pas grave. On avait reçu Mrs. Nandi aussi, je te rappelle, qui a créé un concept qui est déjà là, mais qui cette année n'avait pas encore eu lieu, le Nandi Akaz, qu'elle organise le 30 novembre, dans un lieu aussi... lieu secret, comme d'habitude, oui. Il y aura des navettes, les personnes seront acheminées sur les lieux, il y aura un concert, je serai là en tant que... je lirai aussi des extraits. Il faut s'inscrire. Vous pouvez aller directement sur son Instagram, Mrs. Nandi, il y a le flyer. Et donc, je serai là pour la lecture d'extraits avant un petit live qu'elle a prévu, un chanté Noël, et il y aura des exposants aussi lors de cet événement. Voilà. Ok, bon, merci. Merci Naya. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Bon, de toute façon, c'est jamais la dernière fois. Okay, il est 13h37, on prend la dernière pause. On se retrouve tout à l'heure avec Martine Fazer et Annick Minachi-Selma. Tout de suite.
c'est la dernière séquence du ZCL. On va recevoir dans un instant notre chroniqueuse du mercredi qu'on retrouve enfin. Martine, bonjour. Bonjour Danick. Tu t'es pas perdu, non? Trop manqué. Non, ça va. J'ai retrouvé le chemin de la Guadeloupe. Oui. Un pas manqué. Ça n'a pas été trop dur. On n'a pas dit ça trop fort. Pas trop fort. Bon, on va recevoir aussi Madame Minachi Selma. Annick, bonjour. Bonjour. Elle n'est pas seule, elle est venue avec Maggie Jaffar, bonjour. Et Bruno Calix, bonjour. Bonjour. Et tous les trois préparent quelque chose pour quelle date? 27 et 28 novembre. 27-28 novembre, au Fort Fleur-l'Épée. À la résidence départementale et au Fort Fleur-l'Épée. Et au Fort Fleur-l'Épée, on en parle dans un instant. On commence avec Martine, sans générique, exceptionnellement. Exceptionnellement. Hein. Oui. Alors, on va au fond des choses. Alors, premièrement, c'est l'appel à un projet culturel. En fait, bonjour à tout le monde quand même. Bonjour Danick, bonjour aux invités et puis bien sûr à tous ceux qui suivent ZCL, que ce soit en radio, en télé ou directement dans la rue. Sur RHT. Et directement dans la rue quand ils rencontrent Danick. Donc, on va parler effectivement d'appel à projet. Je ne vais pas m'étendre aujourd'hui sur ce point-là, mais sachez que c'est la période des campagnes de subvention 2026 et je parle bien des demandes d'aide de projet qui vont être faites au niveau de la DAC, de la Direction des Affaires culturelles de Guadeloupe. Oui. Donc, il ne faut pas oublier que cette période-là a une durée vraiment assez courte, donc il faut suivre les dates. Je reviendrai dessus au fur et à mesure pour vous donner les différentes séquences. Vos formulaires de demande d'aide au fonctionnement, à l'investissement sont à disposition et sont des dépôts en ligne que vous pouvez faire pour l'année 2026. Les formulaires donc sont accessibles sur les pages de présentation en général au niveau de la DAC. Oui. Et bien sûr, ce sont des démarches qui sont concernées par le ministère de la Culture. Sur le point Gouv également, vous pouvez retrouver toutes ces aides au niveau du site internet culture.gouv et au niveau de votre DAC. Attention, tous ces formulaires sont liés donc à la création artistique. Ce sont des formulaires de fonctionnement, je le rappelle, création artistique qui couvrent les aides suivantes, les labels, appellation des arts visuels, label des appellations des spectacles vivants, mais également tout ce qui est aide indépendante ainsi que déconcentrée du spectacle vivant. Donc beaucoup de projets sont concernés. Il y en a certaines qui ne le sont pas. J'aurai l'occasion de vous les rappeler parce qu'elles sont nombreuses, parce que chacune d'entre elles font appel à des spécificités de demande d'accompagnement. Exemple, les aides individuelles à la création, les allocations d'installation pour des ateliers et des achats de matériel, les aides aux projets de danse, de musique, de théâtre, de cirque, d'art de rue. Tout cela n'est pas concerné par ces demandes de subventions dont je vais vous parler plus précisément dans les prochains CSM. Moi-même, encore oublié, non, moi. Oui. Alors, donc, je veux dire que c'est un peu tout pour aujourd'hui, parce que comme c'est un sujet qui est très vaste, je reviendrai point par point, parce qu'il y a des demandes d'aide qu'on peut faire. Parce qu'ils ont un formulaire particulier, là. Il y a des formulaires particuliers avec les CERFA maintenant, qui sont à compléter en fonction donc, des appels à projets et des subventions qui sont liées à certaines activités culturelles et artistiques, mais tout n'est pas à faire au même moment. Donc, je reviendrai dessus. Okay. Je vais vite continuer sur le moule. Le moule, qui, tu le sais, a reçu un label, le label Ville d'Art et d'Histoire. Oui. Ils l'ont eu. Troisième ville qui est concernée par ce label, qui est très difficile à obtenir. C'est un travail et un cheminement de près de 4 ans pour cette ville, pour obtenir ce label. Le label, je le rappelle, a été créé en 1985. Il avait un autre nom qui était Ville ou Pays d'Art et d'Histoire. Et il est attribué par le ministère de la Culture, après avis d'une commission régionale qui statue sur le patrimoine, la conservation et tout ce qui met en place les villes qui sont attributaires. Oui. Donc la ville du Moule 3e, il faut savoir que Basse-Terre a été l'une des premières communes. Et Pointe-à-Pitre. Oui. La question de renouvellement de ce label se pose aussi. Donc si la ville ne continue pas à travailler dans ce label, ce sont des risques. Alors pour l'instant, je n'en parlerai pas tout de suite non plus. Mais quel avantage ça a pour Alors ça a des avantages quand même. La commune du Moule qui vient d'être officiellement détentrice, eh bien, elle a fait un travail de fond sur son patrimoine, le patrimoine portuaire, mais également sur des lieux comme l'église Saint-Paul de la ville du Moule. Et cette reconnaissance, effectivement, elle donne droit à un certain nombre de choses, parce que ça repose sur un partenariat avec l'État. Et ce label, eh bien, écoute, il va donner droit à un travail collaboratif avec les ministères qui sont concernés, souvent à des aides financières aussi, et donc des accompagnements sur, comment dirais-je, la protection donc, de sites qui font partie de cette labellisation. Donc je reviendrai, mais il faut savoir que la convention est renouvelable tous les 10 ans. Donc si vous pas dans l'arrêt là,
Ouais. Tu vois ce qui peut arriver. Allez, je parle de rentrée littéraire en 1 minute, puisqu'on n'aura pas le temps. Je veux juste dire que cette rentrée littéraire s'est faite, bien sûr. Elle est en France, en Belgique. Ce sont les 2 zones qui le font à peu près à la même période. Et juste pour donner un petit aperçu, je n'ai pas encore les chiffres de 2025, mais il faut savoir qu'en moyenne, en 2023, plus de 490 ouvrages étaient publiés sur la France. Et même en cependant, c'est le plus bas niveau de publication qu'on a connu depuis les 4 ou 5 dernières années. Alors c'est dû à plusieurs choses sur lesquelles on pourra revenir. Mais je reviendrai plus longuement sur cette rentrée littéraire, puisqu'il y aura un débat littéraire aussi avec 3 publications que j'ai pris le temps de lire et qui seront présentées lors de ce débat. Et enfin, un annuaire peut-être, puisqu'on parle de livres, Prix des insulaires Caraïbes. Donc c'était le précédent titre. Aujourd'hui, l'édition 2025 s'intitule, ça fait déjà quelques années, le Festival des Écritures des Amériques. C'est vraiment un beau projet. Ouais. Je vais te dire les dates, Danick, tu veux trop savoir trop vite. C'est du 24 au 29 novembre. Ça sera sur plusieurs sites, comme à l'habitude. Et puis un certain nombre d'invités qu'il nous faudra revoir. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler. Des écrivains comme Miguel Bonnefoy, Nicolas Caro également, François-Henri Désérable. Mais également, nous allons avoir Raphaël Confiant, Gisèle Pinault, qui sont des auteurs qui sont invités cette année au travers de cet événement majeur. Et pour célébrer les 25e anniversaire de cet événement, donc il y a un thème. Ce thème, c'est l'attitude. Et le retour de ce prix également est un prix itinérant, vous le savez, au travers des langues, au travers des manifestations qui y sont liées, mais également, c'est un événement phare qu'il nous faut vraiment accompagner et regarder de près parce que ça donne le tempo sur, on va dire, l'écriture sur nos latitudes caribéennes. Le prochain débat martinien, ce sera quand ? Le prochain débat, je suis en train de voir ça avec ta charmante... Avec Maëla ? Maëla. D'accord. Voilà. Ben, on attend ça avec impatience, comme chaque semaine, comme chaque fois. Donc, très prochainement. Très prochainement. Bien. Oh, j'ai juste un mot que je peux dire, le cirque dans tous ses états, tu sais ce que c'est avec Métis Gua. Je le dis 2 mots, ils sont à Basse-Terre, ils sont à l'Archipel, ils seront au Moule également. Oui. C'est vraiment magnifique. Allez-y, j'ai eu droit à cela ce samedi dans la finale du festival de street art. Il y a Viviane Émigré aussi. Et Émigré, j'ai regardé un sketch hier pour être dans le temps. Madame Larède, quand même, franchement, il a sorti des bites. Alors, si on aime le discours très cru, là, j'en ai pris plein ma vue pendant 1 heure. J'ai regardé, j'étais morte de rire, mais je dis, ah ouais, elle va fort. Hein. Donc, il faut être accroché. Les moins de 8 ans n'y allaient pas. OK, bon, d'accord. Merci, Martine. À très vite avec ton générique, la prochaine fois. OK? Bien, je me tourne vers nos 3 invités à l'initiative de Mme Annick Minati-Selma. Alors, je vous laisse présenter quand même. Alors, on est ici pour représenter l'association GERM, qui est une association qui veut dire Groupe d'entraînement et de réflexion des managers des entreprises, avec 3 groupes en Guadeloupe. Donc, c'est un réseau national, plus de 4000 adhérents, plus de 195 groupes, et la Guadeloupe, depuis 2003, a un groupe qui a fait des petits. Et voilà, donc on est ici... Les groupes ont germé. Voilà, les groupes ont germé. Donc c'est exactement ça. Donc on est à la fois un organisme de formation, donc avec des formations qui s'adressent aux managers dits stratégiques en entreprise, mais aussi des dirigeants de très petites entreprises qui peuvent rejoindre. On est sur développer leurs compétences selon 4 axes. L'axe du développement personnel, l'axe des outillés pour qu'ils puissent travailler avec leurs équipes, les collaborateurs, dans quelle entreprise ils sont. Et le 4e axe, c'est l'ouverture au monde. Alors, Madame Jaffar, vous êtes l'animatrice du groupe SAGERM, c'est ça? SAGERM. Alors, explication, qu'est-ce que SAGERM? Alors, ça germe, ça grandit et ça fleurit. Oui. Donc, c'est un ensemble de personnes et de managers qui se regroupent chaque mois sur des sessions de management, effectivement. On est là pour innover, pour s'inspirer, pour se partager des expériences, mais surtout, l'ensemble des 3 groupes et les groupes de métropole également se regroupent autour de valeurs communes. Alors, les valeurs, c'est... proche, être respectueux, être dans l'ouverture, être dans la confiance et être dans l'humilité ensemble. Voilà, c'est un peu les valeurs que nous diffusons tous au niveau de tous les groupes de France et de Navarre, mais surtout ceux de Guadeloupe. Alors, voilà. Bounou Calixuli, c'est Germe en nous. Absolument, Germe en nous, c'est la propagation. En nous-mêmes, alors. Alors, double jeu, en fait. Oui, bien sûr.
J'ai bien compris. Le nôtre, et puis à l'intérieur de nous. C'est exactement ça. Donc, ancien adhérent de Guadil. Donc, Germe m'a proposé effectivement de passer à l'aventure de la création d'un groupe, parce qu'effectivement la demande se faisait sentir sur le territoire. Donc, Germando a vu le jour il y a maintenant bientôt 3 ans. Et donc, nous accueillons les managers de Lille pour pouvoir effectivement les faire évoluer sur les thèmes de l'excellence managériale. Alors, comment ça va se passer la manifestation, Annick? Alors, le thème, c'est l'excellence managériale au cœur des territoires. Oui. Pour quel projet et comment faire ensemble pour rayonner sur le monde. Donc, c'est bien la phrase agis en ton lieu, pense avec le monde qui nous a guidés. Et en fait, on est vraiment sur 3 temps forts. Le premier temps, c'est une plénière d'ouverture à la résidence départementale avec nos spécialistes, nos experts locaux, mais aussi des personnes qui viennent d'ailleurs éclairer aussi. Hein. Et l'objectif, donc autour de 3 temps forts avec des ateliers, des plénières à Germe, il y a à la fois le côté contenu, mais il y a beaucoup la convivialité et l'humour. Donc on sera à faire aussi mettre en relief et en valeur quelques personnalités du territoire, ceux qui sont partis et qui sont revenus, qui ont fait le choix de revenir, ça aussi, des managers qui ont choisi de ne pas laisser la carrière et faire le choix de revenir. On est nombreux parce qu'on a aussi un cœur et un sens pays qu'il faut savoir dans nos entreprises prendre la place qu'il faut aussi. Mais alors, est-ce que le managing, parce que je vois souvent... Je ne connaissais pas ce terme-là, le managing. Oui, oui. Donc, est-ce que le managing, vas-y. Oui, non, parce que je dis ça, pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion de voir qu'on reproche à certains managers d'être toxiques, etc. Alors, est-ce que Germe en nous, ça Germe ou Guadil permet justement de détoxifier le manager ou le management? Merci pour cette perche, parce que justement, c'est complètement l'objectif de Germe, en fait. C'est de placer l'humain et d'avoir au cœur des préoccupations, d'avoir un management humaniste et effectivement de se concentrer sur l'homme. On manage des humains, on ne manage pas des machines. Et à partir de là, obtenir les meilleures performances d'un humain, ça ne se fait pas avec des copier-coller, ça ne se fait pas avec des motivations un peu fortes. On s'en rend compte en fait effectivement en donnant aux gens du plaisir dans leur travail, en leur donnant des objectifs clairs, mesurables, qu'ils peuvent comprendre, auxquels ils s'associent en ayant mis du sens, mais on obtient des résultats qui sont bien plus performants que ce qu'on pouvait avoir dans les autres méthodes. Oui, et donc pendant cette manifestation que vous organisez, sur l'occasion de faire des focus sur ça, sur cette particularité, parce que c'est important aujourd'hui. Je disais ça hier d'un entrepreneur, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se créent en Guadeloupe, mais quelquefois, il y en a beaucoup qui meurent aussi parce que le management n'est pas bon, parce que le manager confond quelquefois chiffre d'affaires et bénéfices. Enfin, il y a plusieurs problématiques. Alors, pendant cette manifestation... L'objectif de la manifestation, c'est bien d'éclairer tous ces sujets-là. Oui. C'est complexe dans la relation au travail, c'est complexe dans devenir un leader et pas que manager-chef, contrôle. Donc tous ces sujets-là seront explorés. On a des enjeux sur notre territoire insulaire, des enjeux démographiques, numériques. On l'a dit tout à l'heure, nos cerveaux qui partent et qui ne reviennent pas. Voilà, il faut pouvoir explorer tout ça. Oui. On a les conflits de génération aussi dans nos entreprises. Les milléniaux et les et voilà. Donc il y a l'intelligence artificielle qui vient. Donc même si on est insulaire, on est bousculé par l'ensemble de ce qui se passe comme transformation dans le monde. Oui. Et au regard de ça, c'est comment je trouve ma place. Comment je trouve ma place avec mes collaborateurs dans l'entreprise dans laquelle je suis et est-ce que je sais agir sur le territoire. Donc on va là les outiller. Donc il y a ce qu'on disait une série d'ateliers sur l'intelligence artificielle, sur la santé mentale. Sur le numérique est devenu incontournable, il faut le dire. Oui. En Guadeloupe, tout le monde n'y est pas encore. On est d'accord. Et notre taux d'électronisme est important. Donc même si on y va, c'est comment on accompagne encore notre population qui devient une population âgée. Donc en fait, Et dans le monde de l'entreprise, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Oui. Et quand je suis manager, je ne peux pas être que sur un tableau, chiffres et résultats. Il y a des humains et il faut qu'ils aient compris le sens du travail et
que ça se passe bien. Donc ces ateliers seront vraiment sur ce genre de problématique pendant les 2 jours? Oui, il y aura une quinzaine d'ateliers. Une quinzaine d'ateliers. Alors il faut s'inscrire en amont, comment ça se passe? Oui. Donc, il faut s'inscrire. Il faut aller sur germe.com. Oui. Donc, ça se voit en même temps. C'est la dernière diapo. Donc, germe.com vous invite donc à trouver l'événement et à pouvoir vous inscrire. Donc, table ronde avec nos spécialistes, Franck Garin, Raymond Houteau, ceux qui connaissent ce territoire, mais aussi avec des personnalités qui sont dirigeantes, qui sont revenues, qui ont créé leur entreprise et qui font appel à de la formation de leurs managers. D'accord. Vous êtes tous les 3 des managers, j'imagine? Oui. Alors, quelles sont les difficultés qu'on rencontre dans l'entreprise en gros, globalement? Alors, pour ma part, je trouve qu'il faut vraiment communiquer avec son équipe. Il faut être vraiment à l'écoute aussi, beaucoup. C'est vrai qu'on parle de manager empathique, c'est pas toujours bien vu, mais il y a de l'empathie à avoir également. Tout en reste, c'est important. Voilà. Et puis, en ce moment, on a parlé tout à l'heure de santé mentale, mais tout ce qui est burn-out, etc., c'est quand même des phénomènes qui nous... Voilà. Donc, il faut... La pression est très lourde. Nos managers de Guadeloupe et des Antilles travaillent beaucoup, beaucoup. Voilà. On n'est pas... Donc, du coup, il y a... Il est vrai que j'avais une question qui est pertinente sur ce sujet. Très, très bien que le manager soit empathique, qu'il accompagne ses équipes, qu'il y ait un travail de collaboration la plus étroite possible. Mais quid de ce manager qui a tant de charges sur les épaules, qui est saturé par différents intrants, qu'ils soient politiques, qu'ils soient sociaux, économiques, qu'ils soient, etc., de personnel, de ressources humaines. On sait que beaucoup de managers ferment la porte aussi parce qu'ils sont au bout du bout. Isolés. Mais d'où la nécessité d'avoir des réseaux comme ceux-là. GERM, c'est certes de la formation, donc il faut que les entreprises aient compris où ils envoient leurs managers. Il faut aussi cette partie vie associative et de l'entraide entre managers. Donc ceux qui arrivent à GERM sont trop contents de savoir que je ne suis pas seule à vivre ça. Donc que les autres ont vécu, sont passés par des crises, ont connu des conflits et savent effectivement avoir des grilles de lecture plus faciles de la relation humaine. Parce que c'est vraiment de relations humaines dont on parle. Et vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a comme difficulté, mais c'est souvent comprendre le sens, en fait. On se dit que tant que la personne n'a pas compris le sens, il ne peut pas être dans l'action et être dans la performance. Donc communiquer, expliquer pourquoi, et attendre aussi qu'il soit dans la proposition. Aujourd'hui, le manager doit s'appuyer sur ses collaborateurs. Alors que donc c'est vraiment un renversement de... c'est lui qui chef là, donc c'est lui qui savent. Donc qui trouvé solution là. C'est lui qui payait pour ça. Donc en fait, l'objectif là, c'est bien de savoir entendre le travail réel, les difficultés, et ensemble de trouver les solutions pour que l'entreprise soit performante. Est-ce que vous avez des statistiques? Pardon, Dani. Non. Il y a plusieurs, c'est très bien. Non, mais très court, parce que je pense qu'on n'a pas quelques grands chiffres qui permettent de savoir ce qui a permis d'être... Enfin, ce que vous avez pu aider à progresser. Je vous invite à venir. Il faut venir. Il faut cliquer. L'invitation est lancée. Souvent, on nous pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans une journée GERM, mais c'est pour ça que ce type d'événement, en fait, permet d'apporter la réponse. Mais vous avez parlé d'une étape, alors que j'ai cru comprendre qu'il y en avait au moins 3. Enfin, vous avez 4 événements. 4 axes. Alors, 4 grands axes dans la partie pédagogique. Non, je parle bien des événements que vous avez. Il y en a un au Fort Fleur d'Épée. Alors, la résidence départementale, on l'accueille jeudi matin avec une table ronde où il y a tous nos spécialistes qui vont poser le sujet. Donc, c'est quoi l'excellence managériale? Qu'est-ce qu'on entend sur ce terme-là? Et ensuite, il y a des ateliers, donc une quinzaine d'ateliers, et il y a une plénière de clôture avec un astrophysicien, donc Benoît Reeves, qui va partir de ce qui se passe dans l'univers, qui va regarder la Terre, qui va regarder la Guadeloupe, et qui viendra regarder nos entreprises. Et qui n'est pas passé par la France hexagonale. Il est passé, il regarde le monde. T'as vu la Terre, la Guadeloupe, et directement nous. Non. Mais c'est un très grand voyage, et vraiment, l'idée, c'est de partir de très haut pour venir voir dans mon acte quotidien en tant que manager. GERM, c'est vraiment avoir des acteurs de transformation.
Donc, le temps de prendre conscience de qui on est, de nos limites, de progresser. Et c'est pour ça que cette partie vie associative de l'association Germe existe et à travers des anciens qui ne sont plus dans la formation, mais qui s'impliquent sur faire des événements comme ceux-là, des after-work réguliers, pour que les managers, même si l'entreprise ne paye pas la formation, puissent être qui sortent de leur isolement et qui rejoignent une dynamique où ils trouveront des pairs pour vraiment faciliter la lecture des choses. Il faut, avant de conclure, vous rappeler quand même que aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, mais ça ne remplace pas l'humain. Complètement. Donc on aura 2 interventions sur l'intelligence artificielle, donc 2 jeunes Guadeloupéens qui sont sur ce domaine-là et qui viendront expliquer les limites et comment on doit pouvoir s'en servir pour effectivement ne pas passer à côté. Là, c'est le numérique, l'intelligence artificielle, on y est, donc on ne peut pas y déroger. Maintenant, c'est tout aussi le faire en éthique. Donc il y aura 2 ateliers sur l'intelligence artificielle. Vous utilisez déjà l'IA dans vos entreprises? Oui. Mistral, ChatGPT ou bien... ChatGPT, vous avez des versions effectivement en lien avec les packs que nous ne nommerons pas à l'antenne néanmoins, parce que vous avez une problématique d'éthique et de liberté d'information pour que les fuites de l'entreprise ne se fassent pas. Ça augmente le management. En fait, le manager est augmenté par l'intelligence artificielle, tout à fait. Bien. Écoutez, on t'invite aussi à venir. On t'invite aussi à venir. Comment pour des moyens, moi, je passerai pour voir un petit peu comment ça se passe. En tout cas, je vous remercie d'être venu expliquer ça. Alors, une dernière chose, vous invitez que les chefs d'entreprise, quand même. Dirigeants. Les dirigeants, responsables de ressources humaines, managers. Les RH aussi. Les RH. Oui, surtout eux. Bien. En tout cas, merci d'être venu. Je rappelle donc... 27 et 28. Vendredi 27 et 28. Voilà. Je rappelle, on a reçu depuis le début Madame Clarisse Rinaldo et Monsieur Lapin. Pourquoi? Parce qu'au MAC, il y a une grande manifestation samedi autour du Chevalier Saint-Georges. Beaucoup de gens ignorent que le Chevalier Saint-Georges est un Guadeloupéen. De moins en moins, on l'ignore de moins en moins. Il y a des lycées qui portent son nom, il y a des spectacles, il y a des concerts. Donc il y a toute une série de manifestations. Joël Damas est venu nous présenter une écrivaine qui est avec elle. Martine nous a fait un très rapide, vraiment, c'est sans générique, c'est exceptionnel. Madame Minati est venue avec ses 2 invités, Maggie Jaffar et Bruno Calix, et on a été bien heureux d'entendre tout ce que vous dites pour la germe qui va germer. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du ZCL 12h30. On a un petit peu débordé, mais c'est normal parce qu'aujourd'hui, on avait beaucoup de gens à recevoir et il fallait les recevoir. Merci en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Vous en prie. Merci beaucoup.